Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode des DIH Talks. Je m'appelle Ivan, je suis Support Officer au Luxembourg Digital Innovation Hub et, et j'aurai le plaisir d'animer cette session. Et un grand merci pour votre présence. On est ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous. Le thème d'aujourd'hui, les aides RDI et bonification d'impôts. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir deux intervenants du ministère de l'économie, ainsi qu'un expert de notre propre équipe du National Funding chez Lux Innovation. Donc, bienvenue Gabor Pataki et bienvenue Tony Oliveira, ainsi que Paul Plumer. Il est conseiller en financement nationaux chez Lux Innovation. Aujourd'hui, ils vont nous aider à mieux comprendre les dispositifs existants, comment y accéder et partager quelques conseils pratiques en chemin. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un question tab dans le chat. On y répondra à la fin de la session. Et je donne la parole à Paul. Merci. Bienvenue, Paul. Oui, merci pour l'introduction, Yvan. Et bonjour à tout le monde et merci pour votre intérêt au webinaire. Donc, moi, je vais parler un peu des aides à la recherche, au développement et à l'innovation au Luxembourg. Donc, tout d'abord, un peu sur le principe des aides financières. Donc, tout ça se base sur une loi du 6 juin 2025. Donc, c'est encore un peu récent, un peu plus qu'un mois que la loi est en vigueur. Et en gros, il y a deux différentes approches au Luxembourg pour les subventions. Donc, la première approche, ce sont les appels à projets thématiques et compétitifs. Et la deuxième approche, c'est les demandes d'aide en bottom-up, donc une approche non thématique et ni concurrentielle. Donc, c'est vraiment au appel à projet, la différence est que c'est concurrentiel et les demandes d'aide en bottom-up, ce n'est pas concurrentiel. L'autorité d'octroi, c'est le ministère de l'économie du Luxembourg et le rôle de Luxembourg, c'est dans l'accompagnement des entreprises. C'est-à-dire un peu plus concret, le rôle de Luxembourg Innovation, c'est de qualifier les entreprises, de qualifier les projets et le besoin de financement, ainsi que les conseiller sur les différentes aides financières disponibles, de les aider à trouver des partenaires potentiels pour faire de la recherche et de formuler les demandes d'aide. Et cet accompagnement, il se termine avec l'envoi de la demande au ministère de l'économie. Et ici, seulement pour vous prévenir, vous avez besoin d'un token LuxTrust pour soumettre votre demande au MyGuichet. Au niveau des critères d'éligibilité pour bénéficier d'une aide RDE Luxembourg, il y a des critères au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau du projet. Donc, les critères généraux, c'est que l'entreprise, elle ne se trouve pas en difficulté financière. Ça, c'est évalué pour les petites et moyennes entreprises lors d'un ratio qui évalue le capital social et les shares premium et que pas la moitié a été absorbée par des pertes accumulées. Pour les grandes entreprises, il y a encore plus de critères. Aussi, on conduit une analyse PME, donc si on est petite, moyenne ou grande entreprise, et aussi les taux d'aide vont varier à propos de ça. Un autre critère, c'est l'impact économique. Donc, il y a de la substance au Luxembourg, que la propriété intellectuelle générée lors du projet reste au Luxembourg et que les retours sur les investissements RDI restent au Luxembourg aussi. Au niveau projet et au niveau entreprise, il faut avoir une capacité de cofinancement. Cette capacité de cofinancement peut venir des fonds propres ou de la dette ou des résultats reportés, donc tout est possible. Niveau projet, le projet doit être innovatif.
Donc, ça doit être un produit, service ou procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à l'état de l'art. Et ça doit donner un avantage concurrentiel à l'entreprise requérante. Au niveau du projet, il faut avoir aussi des risques, donc des défis technologiques et des risques d'échec qui sont présents lors du projet avec une faisabilité incertaine qui incite l'État à donner une aide à l'entreprise pour quand même faire le projet. Et l'effet incitatif est un des points les plus importants de la présentation parce qu'un projet déjà commencé ou engagé de façon contrainte ne peut plus être subventionné. Donc, c'est vraiment important de ne rien signer qui est lié au projet avant de soumettre sa demande au ministère de l'Économie. Donc, si l'entreprise elle est éligible, si le projet il est éligible, quels sont les coûts qui sont éligibles pour une aide d'État? Donc, tout d'abord, ce sont les coûts liés au personnel interne, donc tout le staff qui travaille sur le projet, les équipements, donc l'amortissement des actifs, et les consommables, donc les dépenses qui ne sont pas amortissables, mais qui sont quand même utilisées pour le projet, comme les matières premières, de l'énergie ou des abonnements. Il y a aussi possibilité d'inclure les coûts de personnel externe, donc les coûts de sous-traitance pour recherche contractuelle, conseil spécialisé pour le brevet et les licences, sous condition que les coûts de personnel externe ne sont jamais plus grands que les coûts liés au personnel interne. En plus, on va avoir un forfait de 20% sur les coûts de personnel interne pour les charges sociales et ensuite un autre forfait de 20% sur les coûts internes du projet, donc sur les coûts liés au personnel interne, sur les équipements et sur les consommables. Et ça, c'est pour couvrir les frais généraux, comme les frais de coordination, de gestion et de déplacement. Qu'est-ce que c'est non éligible pour une aide RDI? Au niveau de l'entreprise, une entreprise non incorporée, une entreprise sans autorisation d'établissement ou une entreprise sans employés ou sans activité économique, un projet déjà commencé, un projet qui est réalisé seulement pour un client spécifique, donc il n'y a pas de risque, ou un projet non innovant, ou un projet dont l'innovation est seulement générée en externe. À propos des coûts, les coûts marketing et les coûts de commercialisation, ils ne sont pas éligibles. Et les salaires au-dessus de 10 000 € par mois ne sont pas éligibles non plus. Donc, il y a un cap sur les salaires à 10 000. Et les coûts de gestion, les coûts de transport et les autres frais généraux, ils sont déjà couverts dans le forfait de 20%. Donc, qu'est-ce que schéma d'aide est-ce qu'on a à Luxembourg? Donc, tout d'abord, on a l'aide à l'innovation en faveur des PME et l'aide à l'innovation de procédés et d'organisation. Donc, sur ces deux aides, on va rentrer un peu plus dans le détail plus tard sur des diapositives différentes. Et ensuite, il y a aussi des aides RD classiques, donc des études de faisabilité technique et de la recherche industrielle et des projets de recherche de développement expérimental. Et vous voyez que les taux d'aide, ils changent avec la taille de l'entreprise. Donc, les petites entreprises, ils vont obtenir une aide plus grande que les grandes entreprises. Au niveau de projet RD, c'est possible de combiner un projet de développement expérimental et de recherche industrielle. Dans ce cas-là, vous avez différents work packages dans vos projets qui consistent de développement expérimental ou de la recherche industrielle. Et ensuite, le taux d'aide est calculé pro rata. Il y a aussi moyen d'obtenir encore des bonus pour des collaborations effectives avec des partenaires de recherche publics ou privés. Et pour l'aide à l'innovation de procédés et d'organisation, il y a aussi l'option d'obtenir un bonus de 25% pour un modèle d'économie circulaire. On va rentrer un peu plus en détail sur l'aide à l'innovation en faveur des PME. Donc là, il s'agit d'un cofinancement de jusqu'à 15%, 50% pour les services externes liés aux activités R&D. Donc, pour donner quelques exemples, si on veut protéger sa propriété intellectuelle, ça peut être du support pour une demande de brevet,
Ça peut être un service de conseil pour les méthodes de stratégie d'innovation. Au propos de l'exploitation des résultats du projet, par exemple, si on a besoin de certification ou des labels de qualité des produits, ou pour les évaluations technologiques, donc pour l'accès au laboratoire ou pour accès aux études de marché. Ensuite, un peu d'exemples sur une innovation de procédé ou d'organisation en interne, donc quelque chose qui a changé en interne. Un exemple pour une innovation de procédé, c'est l'automatisation d'une ligne de production. Par exemple, intégrer des robots IA pour optimiser les tâches répétitives ou l'implantation d'une nouvelle technologie de fabrication. Par exemple, si on veut changer l'utilisation de l'impression 3D pour produire des pièces plus personnalisées, ou si on optimise les flux logistiques, donc si on met en place un système de gestion automatisé des stocks. Ça sont des exemples pour l'innovation de procédés qui est tout à fait éligible à une aide à l'innovation de procédés ou d'organisation. Au niveau d'innovation d'organisation, ça pourrait être un nouveau mode de gestion de travail, donc l'introduction du télétravail structuré avec outils numériques collaboratifs et des procédures spécifiques. Ou si on refonte des processus internes, donc la digitalisation des processus RH, comptables, commerciaux pour gagner en efficacité. Donc le taux de base est de 25% pour les moyennes et petites entreprises, mais ça peut être majoré de 25% pour les projets visant un modèle économique plus circulaire. C'est quoi la timeline d'un projet R&D ou pour une demande de projet d'innovation, de procédés, d'organisation? Donc, tout d'abord, on a l'accompagnement optionnel de Lux Innovation avant la demande pour le project scoping. Avant la soumission de l'aide auprès du ministère de l'Économie, c'est vraiment important de ne signer aucun accord contraignant. Après la soumission de l'aide auprès du ministère de l'Économie, le fait incitatif est respecté et on peut commencer avec le projet. Il y a un maximum de 6 mois entre la soumission et la notification de financement. Si la notification est favorable, donc si l'avis de la Commission des aides d'État est favorable, on signe un accord de financement avec le ministère de l'Économie et à peu près quelques semaines après la signature de cet accord, on peut commencer à envoyer ces factures réelles sur les courriels du projet au ministère pour le paiement de la subvention sur base des courriels de l'aide accordée. Les appels à projets R&D compétitifs sont différents des aides R&D bottom-up classiques qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Et c'est seulement à titre informatif que les taux d'aide sont un peu plus grandes dans ce cas-là, donc 5% de plus pour les développements expérimentaux et 10% de plus pour la recherche industrielle. Mais il faut souligner que les appels à projets sont publiés à temps et que c'est une compétition. Donc, que ce n'est pas une certainté, même si on complète tous les critères d'éligibilité, ce n'est pas garanti qu'on reçoit une aide. Ça, c'est notre équipe et si jamais vous avez besoin de nous contacter pour l'évaluation des projets ou pour du conseil, vous êtes les bienvenus chez nous. Donc, merci. Donc, je pense qu'on peut passer à la deuxième partie, qui est donc la bonification d'impôt pour investissement, ce qui va concerner surtout ici, pour cette présentation, les projets de transformation digitale. Donc, le premier objectif de cette bonification d'impôt, quand elle a été implémentée, c'était donc d'encourager et accélérer la transformation digitale et aussi la transition écologique et énergétique des entreprises luxembourgeoises. C'était surtout pour renforcer la compétitivité des entreprises luxembourgeoises et donc de stimuler l'innovation au sein des entreprises. Ça a été décidé en septembre 2022
au sein du Solidarity Pact 2.0 pour donc accélérer cette transformation digitale et la transition écologique au sein du pays et pour les entreprises. Donc voilà, ça c'est une petite intro sur la bonification d'impôts. Ce qui a donc concrètement changé avec cette mesure ou cette modernisation de l'article 152 bis, c'était qu'il y a maintenant 2 types de bonification. Il y a encore toujours la bonification d'impôt globale que la plupart des entreprises connaissaient ou connaissent encore, qui était auparavant de 8 et qui a donc passé à 12. Et à côté de cela, on a une bonification d'impôt pour des projets donc, qui visent une transformation digitale ou une transition écologique et énergétique. Et pour cela, il y aura une bonification d'impôt de 18. Ce qui est nouveau avec cette bonification à 18, c'est qu'il y a aussi les dépenses d'exploitation qui sont incluses. Donc, si vous avez des dépenses de personnel ou autres, ceux-là, ils sont inclus. C'est surtout important dans les projets de transformation digitale. Il y a beaucoup de personnes, de personnel qui travaillent aussi sur le développement et l'implémentation de logiciels ou solutions au sein de l'entreprise. Donc voilà. Comment on travaille au sein du ministère? On a donc un système d'attestation et de certification où, en premier lieu, vous aurez donc une demande d'attestation où mon collègue Gabor Pataki et moi-même vérifierons le projet et les coûts et donc attesterons si le projet est éligible euh, donc par la commission et par le ministère, par le ministre. Et par la suite, l'année prochaine, vous faites une demande pour un certificat qui va donc certifier la réalité des investissements et les dépenses d'exploitation que vous avez réalisées l'année d'avant. Voilà. Donc, si on passe sur le thème de la transformation digitale plus en concret, on parle souvent d'environ 3 niveaux dans la transformation digitale. On a un premier niveau qui est la numérisation, qui est très simple, c'est de convertir des fichiers manuels en format numérique. Un deuxième niveau, c'est la digitalisation. Là, une entreprise va déjà commencer à optimiser, donc numériser, automatiser des activités déjà existantes. Et le troisième niveau, on a la transformation digitale. C'est ce qu'on recherche, c'est de modifier en profondeur le modèle opérationnel et organisationnel. Donc voilà. On a aussi quelques petits exemples. Donc la numérisation, c'est par exemple convertir un catalogue de produits ou services en site internet, de convertir un document papier en PDF ou de collecter des données à partir de capteurs. Si on part vers la digitalisation, là on parle déjà de vendre un produit ou un service via une boutique en ligne, effectuer une transaction bancaire via un site internet, utiliser un chatbot pour répondre aux demandes des utilisateurs ou même implémenter une plateforme de gestion des documents. Voilà. Et nous, voilà, ce qu'on recherche, c'est la transformation digitale. C'est le troisième point, c'est de recourir à la maintenance prédictive pour prévoir des défaillances des équipements, utiliser des technologies de jumeaux numériques et d'impression 3D, ou même d'utiliser l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique dans des procédés ou autres. On cherche la transformation digitale, ce sont que des exemples, mais on tient aussi compte de la taille de l'entreprise. C'est quand même un peu subjectif. On ne va pas s'attendre qu'une petite entreprise, une PME, aura le même niveau de transformation digitale qu'une grande entreprise, qu'une grande banque, qu'une entreprise multinationale ou internationale. Donc, c'est quand même relatif à l'entreprise. Ce qu'on cherche, c'est l'impact holistique de la transformation. C'est de comprendre comment vous procédez, comment vous travaillez en ce moment et comment tout va être modifié et plus digital et vos procédés vont être améliorés et digitalisés. Voilà. On a donc ce qu'on cherche, ce que j'avais dit, c'est un changement de paradigme. C'est un peu de comprendre comment vos modèles ils vont changer. Et donc, dans ce contexte, on a 2 types d'innovation. C'est l'innovation de procédés, donc il y a vos procédés qui vont changer, ou l'innovation d'organisation,
où vous aurez donc l'organisation qui pourra aussi changer. Ici, on a ici noté quelques ingrédients qui sont importants à la mise en œuvre d'un projet de transformation digitale. C'est quelques points, c'est des exemples. On ne va pas chercher tous ces points dans chaque projet, mais tous les projets auront surtout une collecte, analyse, exploitation des données, des technologies numériques, des outils digitaux. L'infrastructure digitale, il n'y en a pas toujours et quand même un changement de la culture d'entreprise. Donc c'est un peu le côté de l'impact holistique sur l'entreprise, comment le projet va modifier vos procédés, votre façon de faire. Donc ici, on a aussi certains objectifs que vous devrez viser avec votre projet. Donc on a redéfinir de bout en bout un procédé de production. On a l'introduction d'un modèle économique innovant, qui inclut l'économie circulaire. On a de redéfinir dans son ensemble une prestation de service. On a aussi la modernisation de l'organisation de l'entreprise et dernièrement, de renforcer la sécurité informatique. Donc, par exemple, ici, dans le renforcement de la sécurité informatique, il y aura souvent de l'infrastructure digitale qui va aussi être achetée, implémentée euh, comme part du projet. Donc, les conditions pour pouvoir profiter de la bonification d'impôt pour les 18%, c'est de 1, que ce soit une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, au sens de l'article 14 de la loi de l'impôt sur le revenu. Donc ici, ce que je veux dire, c'est que toute entreprise, pour avoir une bonification d'impôt, il faut qu'elle ait un bénéfice commercial. Voilà. Quelques conditions préalables, c'est que les investissements et les dépenses doivent être effectués dans un établissement situé au Luxembourg et aussi destiné à y rester de façon permanente. Voilà. C'est qu'on essaie d'aider les entreprises au Luxembourg pour leur innovation et pour leurs procédés. Les investissements, tout de même, donc le CAPEX peut être mis en œuvre physiquement au Luxembourg ou dans un pays de l'espace économique européen. Voilà. Et donc, que les investissements et les dépenses d'exploitation doivent toutes être effectués en raison d'un projet de transformation digitale. C'est quelque chose qu'on va vérifier aussi par le biais de factures ou autres documents, que tout soit fait en lien avec le projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique de l'entreprise. Un quatrième point important, c'est que le projet ne peut pas excéder 3 exercices d'exploitation consécutifs. Donc ici, ne pas confondre, ce ne sont pas 3 années, ce sont 3 exercices d'exploitation consécutifs. Donc, si votre exercice d'exploitation termine le 31 décembre 2025, si vous soumettez demain une demande, vous aurez encore de juillet, 18 juillet, jusqu'en fin cette année sera votre premier exercice d'exploitation. Par la suite, vous aurez encore 2 exercices d'exploitation qui suivront pour ce projet. Donc, bien faire attention quand vous soumettez et aussi à ne pas excéder ces 3 exercices d'exploitation consécutifs. Et il y a un point ici, c'est qu'on essaie aussi d'atteindre un objectif. Donc, c'est les objectifs que j'avais énoncés auparavant pour pouvoir donc réaliser ce projet. Je vais laisser aussi maintenant mon collègue Gabor Pataki passer à la deuxième partie de la présentation pour pouvoir continuer donc avec la bonification d'impôt. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais faire la suite de la présentation pour la bonification d'impôt. Je vais commencer par les coûts éligibles. Donc, tout d'abord, les coûts éligibles sont ceux déjà qui sont en lien avec le projet de transformation digitale, mais il y a d'autres critères à respecter. Il y a 6 catégories de coûts. Comme Tony a expliqué auparavant, la bonification d'impôt avant la modernisation concerne uniquement les investissements, donc tout ce qui est CAPEX. Avec cette modernisation, on peut également inclure dans la demande les dépenses d'exploitation. Donc il y a 6 catégories des coûts, il y a 2 catégories de CAPEX, donc d'investissement, et 4 catégories de dépenses d'exploitation.
Pour tout ce qui est investissement, sont éligibles les biens amortissables corporels, heu, tout sauf le bâtiment, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles. Donc ça, c'est écrit dans la loi. Vous pouvez vérifier également, toute, la liste qui ne rentre pas dans la bonification d'impôt à 18. Les investissements logiciels sont également éligibles et en brevet. Il faut faire attention que ces investissements ne soient pas, cédés par, hem, une entreprise liée au sens de l'article 56. Ensuite, les dépenses d'exploitation, sont des dépenses, qui sont faites pour l'usage ou la concession de brevets ou des logiciels. Également ici, ceux qui sont concédés par une entreprise liée ne sont pas éligibles. Ensuite, des frais externes, des prestataires externes, qui concernent par exemple, des services, des conseils, diagnostics, d'appui technique sont, également, éligibles. Ensuite, les dépenses des personnels, mais uniquement des personnes qui sont directement affectées à la transformation digitale et qui passent du temps à réaliser, à mettre en œuvre les solutions, digitales dans le cadre du projet. Ici, il faut bien noter que sont uniquement éligibles les salaires bruts, qui excluent toute, prime, et les charges sociales également. Et la dernière, catégorie des coûts, c'est les dépenses en formation. Donc là, ça veut dire la formation qui sont données aux personnes directement affectées à la transformation digitale. Ce qui n'est pas éligible, par exemple, c'est durant la phase des roll-out, s'il y a des personnes, enfin des utilisateurs finaux qui vont utiliser la solution, la formation qui sont faites pour, former ces utilisateurs finaux à utiliser la solution, ça ne rentre plus dans la bonification d'impôt. Ensuite, les modalités pratiques, donc comment est-ce que les entreprises, doivent procéder pour soumettre une demande? Tout d'abord une demande d'attestation d'éligibilité, ensuite une demande de certificat. Donc tout se passe sur MyGuichet, on va revenir là-dessus par après, mais ici vous voyez un petit timeline, comment ça se passe en réalité. Donc la première étape, c'est toujours de faire une demande d'attestation d'éligibilité. Donc ça se fait une seule fois par projet et durant cette phase, nous allons analyser le projet et attester si le projet est éligible ou pas. Donc la totalité du projet, ça peut aller jusqu'à 3 exercices d'exploitation comme Tony il vient d'expliquer. Et on va également, indiquer un montant plafond, qui, ne peut être dépassé, par la suite quand vous allez demander le certificat. Donc, les coûts éligibles sont, à compter à partir de la date des soumissions. Donc ça veut dire que vous pouvez commencer le projet déjà avant la soumission, mais les coûts sont uniquement éligibles à partir du moment où vous soumettez la demande. Ensuite, nous faisons notre analyse en interne. Le l Il y aura une commission, interministérielle qui se tient une fois par mois où les projets sont avisés par, des experts des différents ministères et qui donnent son avis sur les projets et la décision finale est toujours dans les mains du ministre qui signe les attestations. Ensuite, chaque début de l'année, fiscale, d'exercice d'exploitation, l'entreprise doit faire une demande des certificats. Donc si l'entreprise, clôture son exercice en décembre, il a 2 mois, jusqu'à 2 mois pour envoyer une demande de certificat qui, contient des justificatifs pour démontrer que les coûts qu'il a indiqués pour l'attestation d'éligibilité ont bien été effectués par l'entreprise. Donc là, on va demander des documents comptables, on va revenir là-dessus un peu plus en détail, quels documents sont demandés, exactement. Mais donc l'entreprise a, 2 mois pour faire cette demande. Ensuite, nous, au ministère, on dispose de 9 mois à partir du moment, de la clôture de l'exercice fiscal de l'entreprise. Donc si l'exercice fiscal se termine le 31/12, on a jusqu'à la fin du mois de septembre pour, vous envoyer, un certificat et c'est avec ce certificat que, que vous devez joindre à votre déclaration d'impôt et envoyer à l'ACD
qui va appliquer donc le 18% des crédits d'impôt. Donc, comment faire la demande? Où? Donc ça se passe toujours par MyGuichet. Il faut que vous remplissiez 2 formulaires. Donc il y a un formulaire, un fichier, Microsoft Word où vous devez décrire le projet en détail. Ensuite, il y a également un fichier Excel où il faut indiquer les coûts. Donc les 6 catégories que je vous ai présentées tout à l'heure, doivent être détaillées. Et donc, il faut joindre ces documents à votre démarche MyGuichet. Et donc tout se passe par MyGuichet. On n'accepte plus, les demandes par mail. Bien sûr, ce que vous pouvez faire, donc ça, cette question est souvent posée par les entreprises. Il y a des données confidentielles, surtout des données, qui concernent le salaire. Pour cette partie, vous pouvez nous envoyer séparément par mail à bonification@eco.eta.lu. Donc vous pouvez envoyer les fichiers Excel avec un mot de passe, pour protéger. Ensuite, la deuxième étape, c'est le certificat, la demande des certificats, qui se passe également sur myguichet.lu. Et donc là, il faut que vous nous partagiez les preuves comptables pour attester, pour que nous, on puisse certifier que les investissements et les dépenses d'exploitation dans le cadre du projet ont bien été dépensés sur l'année fiscale concernée. Donc, si vous avez un projet qui couvre 3 exercices fiscaux, vous allez devoir faire 3 demandes de certificats, donc une demande de certificat pour chaque année fiscale. Donc, on demande un extrait du livre journal qui montre les écritures comptables qui sont en lien avec les dépenses et investissements liés au projet et les factures. Et ce qui concerne les dépenses de personnel, on demande un timesheet et les fiches de salaire des personnes affectées au projet. Donc on arrive aux exemples concrets pour vous illustrer comment ces 18% sont appliqués. Donc ici, on voit un projet de cyber security dont le montant s'élève à 40 000 €. Donc si on se base sur l'ancienne bonification qui concerne uniquement les investissements, là, il y aurait uniquement un crédit d'impôt de 480 € pour un projet de 40 000 €. Mais avec la nouvelle bonification d'impôt, on peut rajouter également les dépenses d'exploitation. Donc, on prend le budget global des 40 000 €, où il y a 18% qui sont appliqués et donc le crédit d'impôt s'élève à 7 200 €. Un autre exemple, d'économie circulaire ici, une plateforme de partage d'outils de bricolage dont, le montant s'élève à 200 000 €. Donc il y a encore une fois un peu de CAPEX, un peu d'OPEX. CAPEX, il y a des installations, des infrastructures, des hardware, IT, des équipements et puis côté dépenses d'exploitation, il y a des formations, il y a des personnels, donc des salaires des personnes qui développent, la plateforme. Donc là, on prend en compte 200 000 € encore une fois. Sous ancienne bonification, le crédit d'impôt s'élèverait uniquement à 9 600 €, mais avec la nouvelle bonification à 18% qui est appliquée sur les investissements et les dépenses d'exploitation, l'entreprise peut obtenir jusqu'à 36 000 € des crédits d'impôt. Voilà. Donc, c'est terminé pour la partie de bonification d'impôt. N'hésitez pas à nous poser vos questions tout de suite maintenant par message ou bien si vous avez des questions plus détaillées sur la bonification d'impôt, vous pouvez toujours nous contacter via l'adresse mail qui est affichée à l'écran. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à nos intervenants pour leur explication. Et merci à tout le monde pour votre participation active. On espère que cette session vous a permis à vous aider avec vos projets. Et si vous... Alors, un instant. Pardon pour ma présentation, je dois ouvrir. Alors... Oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'il n'y a plus de questions dans le chat, donc on peut continuer avec le QR code. Si vous scannez le QR code, vous pouvez accéder à notre page événements pour ne pas rater les futurs webinaires. Le prochain est aussi sur les aides RDI et les bonifications d'impôts.
mais il sera en allemand. Donc, je pense qu'on termine cette session pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Et j'espère de vous voir dans le prochain DIH Talk. Merci.